grâce à cette méthode québécoise, parce que les Québécois sont beaucoup plus pragmatiques. Ils vont à l'essentiel. C'est combien tu veux gagner. Je parle de mon cas, mais je parle aussi de pas mal de gens que je vois autour de moi. On finit parfois par travailler plus que quand on est salarié. La liberté, on la paye en fait, parce qu'on travaille effectivement parfois plus, mais il n'y a personne à qui on va demander si on doit aller emmener un enfant à l'école. Le principal conseil, c'est de préparer son projet. Pas zapper cette phase préparatoire. Bonjour Monique. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat et de micro-entreprise. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter et nous présenter l'organisme au sein duquel vous travaillez? Alors, je suis Monique Santaille, je suis déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. C'est une association qui a été fondée il y a 15 ans, au tout début, au moment du lancement du régime de l'auto-entrepreneur en France. Alors moi, j'accompagne des personnes qui sont en transition professionnelle, en reconversion. Et quand on quitte un poste de salarié et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, selon vous, quelles sont les premières étapes à suivre? Par quoi on commence concrètement? Alors, la première chose surtout à ne pas faire, c'est d'aller tout de suite chercher son numéro SIRET. Parce que autant c'est facile de s'inscrire, effectivement, c'est simplifié. Il n'y a pas de formalité particulière, contrairement à des formes sociétales, par exemple. Mais quand on est salarié, qu'on quitte un emploi salarié, qu'on envisage de travailler soit dans un autre métier, donc on entame une reconversion métier, on fait une formation métier pour apprendre un nouveau métier, mais surtout, on va travailler différemment, puisqu'on ne va plus travailler en tant que salarié subordonné, mais on va travailler en tant qu'indépendant. Et la première chose, les étapes en fait pour lesquelles il faut passer, c'est déjà construire son projet. En fait, souvent les gens s'attachent au contenant, c'est-à-dire et tout l'écosystème s'attache au contenant. Quand vous voulez créer une entreprise, enfin une boîte, une activité, on vous dit d'abord choisissez votre statut juridique. Moi, il faut qu'on m'explique comment. On choisit d'abord un statut juridique si on ne sait pas ce qu'on met dedans. Donc l'important, c'est le contenu, c'est son projet. Il y a beaucoup trop d'explications théoriques, d'exemples de Bill Gates qui a réussi extraordinaire, mais c'est pas la vie des gens. En fait, la vie des gens, c'est leur projet à eux, sur leur territoire à eux, dans leur expertise à eux. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir avant d'aller chercher un numéro SIRET. Il faut construire son modèle, il faut construire son prix, il faut construire son offre. Et puis, c'est comme ça qu'on prend confiance en soi pour porter ça et pour aller le vendre. Alors comment justement, quand on a finalement une idée, comment on doit s'y prendre pour valider effectivement qu'il y a un marché derrière et qu'on va pouvoir en vivre? Alors, nous, merci Clarence, parce que c'est exactement ce que l'on dit à l'UAE et le message que l'on porte. C'est-à-dire que il faut... c'est pour ça qu'on a, en fait, à l'UAE, on a importé une méthode québécoise pour former à cet objectif-là. C'est-à-dire, c'est de rapidement, et pas pendant des mois, mais rapidement, grâce à cette méthode, en 10 jours. Alors, on travaille beaucoup. La personne travaille vraiment, pendant 10 jours, elle ne pense à rien d'autre, elle bâtit son projet, elle construit, elle apprend une méthode pour faire une étude de marché, elle place son produit, elle voit qui sont ses concurrents, et pas que ses concurrents qui font la même chose qu'elle. Je vais prendre un exemple, une sophrologue qui s'installe, elle a fait sa reconversion, elle a fait sa formation métier, puis là, maintenant, elle va mettre son offre sur le marché. Sauf que très souvent, dans 99% des cas, cette personne, elle pense que ses concurrents sont les sophrologues, ceux qui sont aussi sophrologues. Mais ça n'est pas que ça. C'est aussi ceux qui font de la réflexologie, c'est aussi ceux qui vont faire du shiatsu. C'est tous les services et les offres qui peuvent se positionner sur son territoire, qui répondent aux mêmes besoins que le besoin auquel elle répond, elle. Et donc, en fait, on décrypte, on explique et on fait travailler, on fait faire des recherches. En fait, ce sont vraiment des travaux pratiques. Ce qui permet de construire ses offres, parce que souvent, je reprends cet exemple de la sophrologue, elle ne va pas faire que des consultations du 1 à 1, en fait, one to one. Elle va faire des consultations aussi, par exemple, elle va faire des animations en groupe pour assurer un peu de rentabilité. Enfin voilà, il faut qu'elle ait plusieurs offres et que ces offres aient des prix et savoir construire son prix. Qu'est-ce qu'on met dans un prix? Il se fait pas comme ça le prix parce que le concurrent le fait à tel montant. En fait, on doit le construire, on doit savoir ce qu'on met dedans, pourquoi on met ce prix-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la marge de manœuvre qu'on a et de négociation
pour pouvoir faire une remise à un client, par exemple. Là. Et en fait, toutes ces connaissances-là ont un lien, c'est-à-dire la conception d'une offre a un lien avec les prix, qui aura un lien avec la projection de ses ventes, c'est-à-dire cette même sophrologue, combien il va falloir qu'elle fasse de sessions, d'ateliers, de consultations individuelles dans le mois, dans l'année, pour arriver au revenu qu'elle souhaite. Parce que valider une offre, c'est valider un revenu. Mm. Si on monte une boîte, c'est pour rentrer un revenu. Quand on le fait en plus à titre exclusif, c'est-à-dire vraiment qu'on y passe 100% de son temps et que ce n'est pas une activité juste complémentaire. Et en fait, c'est ce qu'on essaye d'expliquer et pour lequel on y arrive grâce à cette méthode québécoise, parce que les Québécois sont beaucoup plus pragmatiques. Ils vont à l'essentiel. C'est combien tu veux gagner, tu veux combien sur ton compte en banque à toi. Ok. Mais maintenant, pour y arriver, on va remonter les choses dans l'autre sens et tu vas travailler pour arriver jusque-là et voir ce qu'il faut faire dans le temps, dans la construction tarifaire, etc., pour que tu puisses y parvenir. Après, ça, là c'est la phase en fait de validation de son offre. C'est-à-dire que ce soit profitable. Moi, je dis, le mot rentable, je l'aime pas trop et je préfère ce mot québécois. Il faut que ce soit profitable. Profitable, c'est au sens économique, gagner sa vie avec, et puis profitable aussi émotionnellement, profitable aussi dans l'épanouissement personnel, dans la recherche qui est aujourd'hui, je pense, de ces personnes, Clarence, que vous accompagnez en reconversion. Il y a beaucoup de souhaits d'équilibrer la vie pro et la vie perso. Et c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat permet ça. Oui. Après, je trouve que parfois, on peut aussi fantasmer Oui. le côté je suis libre, je fais ce que je veux, je peux dire non à des clients, etc. Je trouve que dans la réalité des choses, justement, pour des questions de rentabilité aussi, puis de peur, enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui se jouent. C'est pas si évident que ça. Et en fait, enfin, moi, je trouve, et je parle de mon cas, mais je parle aussi de pas mal de gens que je vois autour de moi, on finit parfois par travailler plus que quand on est salarié. On peut travailler, on travaille différemment. On travaille plus. Alors, j'aime bien votre approche de, effectivement, sortir du fantasme, en fait. Et c'est pour ça que cet accompagnement que l'on a mis en place et qu'on a importé du Québec, il fait sortir du fantasme. Parce que, en plus, chez les Québécois, il n'y a pas toutes les aides sociales qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire que si vous décidez de monter une boîte, vous vous formez efficacement en quelques jours. Et les Québécois, ils disent, t'as une idée? Tu la valides, tu te formes et tu vas vendre. Tu prends ta valise et tu vas vendre. J'avais oublié une étape. Tu prends ta valise et tu vas vendre. Mais en réalité, c'est ça dont les gens ont besoin. C'est pas la réalité de son offre permet de se rendre compte et pas de fantasmer sur des théories et des slides qui n'en finissent plus. L'important c'est pas les slides, l'important c'est son projet à soi. Est-ce que ce qu'on va en faire et est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Et parfois on a des personnes qui sortent de cette formation en se rendant compte. Alors bah oui, c'est faisable en fait. Bah, oui, alors bah, allez, hop, j'y vais. Mais au moins la confiance, elle est là. Puis parfois il y en a d'autres à qui ça fait gagner du temps parce qu'ils se rendent compte que effectivement c'est si la personne elle décide de créer sa boîte, de créer son activité, mais qu'elle décide qu'elle travaillera que 2 jours par semaine, alors à moins qu'elle ait un ticket journalier extraordinairement élevé et qu'effectivement elle ait une expertise très très recherchée, qu'elle se fasse payer très très cher, mais sinon ça marchera pas. Hein. Voilà, il y a un minimum de temps à consacrer à l'activité et effectivement parfois on travaille plus. La liberté on la paye en fait parce que on travaille effectivement parfois plus, mais effectivement il y a personne à qui on va demander si on doit aller emmener un enfant à l'école, chez le médecin. Enfin, l'organisation du temps est plus fluide en fait. On peut l'adapter, elle correspond mieux à sa vie. On peut l'adapter à sa vie. Mais voilà, il n'empêche que si vous n'avez pas fait le temps qui était destiné au travail de quelque chose que vous avez à livrer à un client, par exemple, ok, vous avez pris 2 jours, mais ces 2 jours-là, il va bien falloir les rattraper parce que c'est pas magique non plus. Mais voilà, mais c'est un état d'esprit aussi hein, d'être indépendant. Alors souvent, il y a des peurs, mais c'est normal et heureusement qu'il y a des peurs. Mais parfois, il y a des peurs qui sont bloquantes, notamment pour les femmes, c'est-à-dire que le fameux syndrome de l'imposteur. Et on y travaille beaucoup, beaucoup en ce moment avec des femmes avec lesquelles on monte un programme renforcé pour accompagner les femmes et pour les aider à identifier quels sont les blocages, comment on les débloque et comment on avance. En fait, ça marche super bien. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de ça, qui s'occupe de l'aspect psychologique en fait. Quitter un emploi salarié, souvent, il y a une raison.
Et on le quitte pas parce qu'on est trop bien. On le quitte parce qu'on est trop mal. Et donc ce trop mal, le trop mal, il devient un trauma. Et le trauma, il faut le régler avant d'entreprendre, avant de se former. C'est ce qu'on fait en fait. On aide justement avec des outils de la thérapie brève à débloquer, parce que sinon, on s'appuie toujours sur, vous savez, on met le mouchoir dessus, puis on continue et ça explosera à un moment. Donc en fait, c'est une transition professionnelle, mais c'est aussi une transition émotionnelle. Donc les deux sont liés en réalité. Et il faut régler les choses, pas faire l'autruche. Vous utilisez quels outils de thérapie brève pour ça? Alors en fait, tout dépend de la personne. Il n'y a pas un outil spécifique, ça peut être de l'EMDR, ça peut être de l'écriture, ça peut être de l'hypnose. Là, il n'y a pas une règle en fait. Et c'est pour ça on travaille avec un panel de thérapeutes ou de praticiennes ou de praticiens qui effectivement peuvent intervenir et ça fonctionne super bien parce que ça permet d'entrer en formation en ayant dans notre programme réussite, c'est inclus. Donc en fait, quand on entre en formation, il y a un apaisement. En fait, il y a voilà personnel, un apaisement personnel. Et là, on peut apprendre. Et là, on peut faire. Et là, on peut travailler. Il faut libérer. Il faut libérer. Il faut aider les personnes à se libérer de ça parce que bon, puis d'abord, c'est pas une fin en soi de rester chez France Travail. Hein. C'est pas une fin en soi d'attendre tous les mois de voir des comptes. Enfin, il vaut mieux que vous ayez des comptes à rendre à vos clients. Que finalement être suspendu à une aide qui doit être filet de sécurité. Et souvent, les gens sont enquistés en fait. Voilà, s'ils démarrent pas leur projet dès le début, dès qu'ils sont au chômage, en fait, le temps passe et on perd du temps et on perd la confiance en soi et on perd l'énergie et puis on perd surtout le lien avec les autres en termes socio-professionnels. Donc ce que vous dites, c'est que finalement pour bien se lancer, il faut à la fois travailler de manière très pragmatique sur son offre, ses prix, son marché, et en même temps aussi un accompagnement la plus psychologique pour dépasser ses peurs et ses blocages, et que finalement, s'il n'y a pas ces deux aspects, c'est plus difficile, c'est ça? Pour certains, oui, il y en a qui en ont pas besoin, il y en a qui identifient tout de suite que ça va bien, ils en ont pas besoin, peut-être qu'ils ont fait une démarche aussi personnelle, mais en tout cas, pour ceux qui ou celles, je dis celles parce que c'est vraiment majoritairement des femmes en fait qui sont en demande et qui sont super ravies quoi. Enfin, là en ce moment on a une cohorte qui tourne de femmes et il y a un avant et un après, vraiment, il y a un avant et un après et c'est ce qu'on recherche. Nous à l'UAE, ce qu'on souhaite, c'est que les gens réussissent leur projet. C'est pas qu'ils deviennent tous auto-entrepreneurs, mais c'est que celles et ceux qui peuvent, qui ont l'idée, qui ont le potentiel, qui ont la motivation, puissent en vivre. Alors, souvent, le président de l'UAE, il a une phrase qu'il a piquée au Premier ministre canadien, d'ailleurs. En fait, si on crée une entreprise, c'est pour remplir son frigo. Alors, on dit, nous, c'est pour remplir son frigo, c'est pour payer des cotisations sociales pour pouvoir assurer le lendemain, si jamais il y a une maladie ou un accident. Quand ça arrive, c'est trop tard. Hein. Il faut avoir cotisé avant, de telle sorte qu'on ait des indemnités journalières et qu'on puisse avoir un revenu de remplacement sur son compte. Donc ça, déjà, après, un peu plus loin, dans le temps, il y a la retraite. Donc on cotise pour sa retraite. Alors, c'est un sujet épineux en France. Ceci dit, on a un modèle social qui permet ça, aujourd'hui. La retraite, si aujourd'hui il n'y avait pas notre modèle social, nous tous actifs, nos parents à la retraite aujourd'hui, avec leur location retraite, s'il n'y avait pas ce modèle social, on devrait subvenir à leurs besoins, nous, les actifs d'aujourd'hui. Donc quand on me dit oui, mais on paye des cotisations, c'est pour tout le monde, oui. Mais si c'était pas le cas, comment on ferait? On devrait subvenir aux besoins, loger, nourrir, s'occuper de nos parents financièrement. Aujourd'hui, la retraite, c'est ça son principe. Donc en fait, on cotise aussi pour sa retraite de demain et donc pour l'avenir de ses enfants aussi, enfin accessoirement pour l'indépendance de soi vis-à-vis aussi de ses ayants droit. Puis aussi, on rentre du chiffre d'affaires, donc le frigo, les indemnités journalières, être couvert en cas de maladie ou d'accident, la retraite, aussi pour épargner, pour avoir des projets, puis aussi pour partir en vacances. Moi, je dis, mais il y a des choses obligatoires, on paye des choses obligatoires pour se protéger, ok. Mais il y a aussi pour se donner des moyens. Alors, des vacances, des travaux dans votre maison, un investissement, ce que vous voulez. Mais moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand on a des adhérents qui, tout d'un coup, d'abord, le premier truc que je leur dis, c'est quand vous arrivez à vous payer tous les mois, à faire un virement de votre compte pro vers votre compte perso, envoyez-moi un mail, moi j'adore.
fait, parce que ça veut dire que ça y est, le rythme de croisière est pris. Puis le deuxième, c'est quand vous réussissez par exemple à acheter un appart ou une maison, enfin peu importe, mais ou faire un prêt pour un projet, mais en tout cas, ils le font. Et c'est vrai que c'est comme un rendez-vous qu'on se donne. Alors des fois, ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, 1 an, peu importe. Mais la temporalité, elle n'est pas la même pour tout le monde de toute façon. Et je trouve que c'est important de se dire qu'on se donne les moyens par cette activité indépendante de vivre au quotidien, d'avoir des projets et puis de se protéger. Alors justement, tout ça découle aussi du prix finalement qu'on fixe. Tout à l'heure, vous disiez, comment on fixe un prix ? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? Et que parfois vous pouvez observer qu'on oublie certaines choses finalement dans le prix que les entrepreneurs fixent. Oui, oui, parce qu'il est fait un peu comme ça, en fait. Souvent, moi, on me dit, tiens, je vais faire ma consultation à 40 € parce que les gens, ils peuvent pas payer plus. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien, effectivement, les gens sont prêts à payer parce que vous répondez à un besoin. Combien, effectivement. Puis c'est pas la même chose si vous faites par exemple, je reprends ma sophrologue, si ma sophrologue, elle est à Nice ou si elle est à Lille, c'est pas le même pouvoir d'achat, enfin, c'est pas le même bassin économique. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler son propre projet sur son territoire. Mais dans le prix, il y a la partie, évidemment, alors, si on vend un service, c'est un peu abstrait pour les gens quand on vend un service. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de repères et qu'ils savent pas construire un prix. Mais dans ce service, il y a le temps qu'on passe. Donc, c'est quoi la valeur de votre heure, en fait, et de votre expertise? Il y a le temps, l'expertise, et puis il y a tous les coûts de fonctionnement. Alors moi, je bannis, et à l'UAE, on bannit le terme de charge pour la partie cotisation sociale ou fiscale. On dit bien que ce sont des contributions sociales et des cotisations sociales, et des contributions fiscales. Donc déjà, dans le prix, il y a le temps, il y a l'expertise qui doit être valorisée, il y a les cotisations sociales, les contributions fiscales éventuelles, et puis il y a les coûts de fonctionnement. Donc les coûts de fonctionnement, ça va être son assurance, par exemple, pour son activité. Parce qu'on met une activité sur le marché. Et donc, on doit s'assurer à minima. On peut faire une erreur. On peut faire une erreur de conseil, on peut faire une erreur de fonctionnement. Si on fait du commerce, on peut avoir un problème de colis qui n'arrive jamais. Enfin voilà, il y a tout un tas de situations. Ça s'appelle les aléas. Et on peut avoir aussi un client qui est pas forcément honnête ou qui va pas vouloir payer. Enfin voilà, on peut être dans des situations un peu compliquées. Donc l'assurance, elle sert à ça. Il y a aussi tout ce qui va être les outils de communication. Alors, il faut arrêter avec les trucs gratuits. Le gratuit, en fait, le gratuit qui n'a pas de contre-valeur derrière, enfin quand il n'y a pas de contrat de passé, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, on prend par exemple les personnes qui ont des entreprises, des petites entreprises ou des plus grosses, qui ont des pages sur Instagram et qui se font hacker. Alors là, ça crie au scandale parce que Instagram veut pas rétablir, mais ils ont payé quelque chose. Il n'y a pas eu de contrat. Donc forcément, il n'y a pas d'engagement de l'autre côté. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut. Enfin, nous, on essaye de faire prendre conscience de ça. Et tout comme la personne va mettre son offre sur le marché, elle ne peut pas le faire gratuitement. Donc, en fait, il faut savoir tourner le miroir. Et dans ce prix, il faut y mettre ce dont on a besoin pour fonctionner. Logiquement, si on met ce dont on a besoin pour fonctionner, on est au prix du marché. L'erreur de pas mal de gens qui débutent comme ça, la fleur au fusil, en faisant leur prix comme ça, et qui, nous, on les appelle suspendus sur une perche et ils attendent le client, parce que il y a eu un contrat, il y a eu un bouche à oreille, ok, mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de stratégie de conquête de clientèle, il n'y a rien. Et donc, ce prix qui a été fait comme ça, d'abord, ne permet pas d'être pérenne et n'aide pas la personne à pouvoir générer un revenu régulier. C'est pour ça que le prix, c'est un moment un peu crucial dans cette phase dans cette formation là qui est pilier chez nous, qui s'appelle Déclic d'entreprendre, et dans laquelle on construit ce prix et ces prix. C'est-à-dire, il n'y a pas un prix, il y a un prix par offre, par type d'offre. Parce qu'en face de chaque type d'offre, il y a un type de clientèle. Je reprends ma sophrologue, elle va avoir un prix pour la consultation individuelle, elle va avoir un prix pour l'intervention. Par exemple, si elle fait un stage avec plusieurs personnes. Si ça se passe, par exemple, dans un espace de coworking, parce qu'elle a passé un accord avec un espace de coworking, elle intervient tous les mois, par exemple, avec un groupe.
Et elle aura encore une autre offre si, par exemple, elle va dans une maison de retraite pour des retraités. Donc, elle aura diverses catégories de prix. C'est pour ça que les prix se font, et une fois que la personne a fait ses prix, je peux vous assurer que là, ça met la réalité en face. Alors, ça s'ajuste, hein. Parfois, on part avec une hypothèse de revenu extraordinaire, super, mais sauf que la réalité, elle dit, ben, en fait, oui, mais pour ça, il va falloir travailler peut-être 2 fois plus, ou 2 fois moins. Enfin, tout dépend de l'endroit où on a mis le curseur. Donc, ça permet de pas fantasmer, justement, et de partir dans les 2 pieds plantés dans la réalité. Il y a beaucoup, en tout cas, moi, ce que j'observe, de gens qui n'osent pas mettre justement un certain niveau de prix parce qu'ils débutent, parce que alors justement, encore plus dans les métiers, je trouve, du bien-être, là, dont vous parlez, comme la sophrologie, par exemple. Et puis, on est dans le bien-être, et puis on est là pour aider, donc se faire payer un certain montant. Pour certaines personnes, il y a une forme de blocage, en tout cas, qui est là. Et oui. Comment vous aidez ces personnes-là à dépasser ces blocages? En fait, déjà, cette formation leur permet de savoir quel est le bon prix. Donc, c'est le prix qui doit être affiché sur leur site, sur leur dépliant, sur leur facture. On peut comprendre quand on se lance que c'est pas facile. Mais jamais ne sous-vendre, c'est-à-dire qu'on garde son prix, le prix qu'on a bâti, et on peut faire une remise de démarrage. On peut faire une remise parce que c'est, je sais pas moi, la fête des mères, parce que c'est la Saint-Valentin, parce que voilà, il peut y avoir des remises. Mais toujours mettre le prix sur la facture et la remise. Le client, c'est exceptionnel, une remise. Si vous vendez votre consulte à 70 €, c'est votre prix. Mais si, en fonction, malgré votre prix, vous dites à votre client, bon, ben parce que je démarre, je vous la fais à 40. Et si sur la facture, il y a 40, le client, il ne voudra pas payer plus que 40, même 1 an, 2 ans plus tard. Donc et c'est logique. Parce qu'il se dira, son prix à cette personne, c'est 40. Bah non, en fait, c'est 70, mais je fais une remise de X%. Et c'est pour ça que connaître son prix, c'est connaître sa rentabilité et sa marge de manœuvre. Jusqu'où je peux aller si je fais une remise client. Et combien de fois dans l'année je peux le faire. Voilà. Et sur combien de clients, d'heures de travail, par exemple. Donc, il y a le prix. Après, vous disiez, valider. Donc, comment on fait aujourd'hui pour valider son offre? Est-ce que ça passe par une étude de marché, un questionnaire? En tout cas, quelles sont les méthodes que vous Alors, cette méthode, elle est toujours, c'est la même méthode, hein, c'est la méthode québécoise du déclic d'entreprendre. Et donc, on apprend la méthode pour faire cette étude de marché, pour étudier la concurrence. En fait, c'est pas quelque chose qu'on commande, c'est pas quelque chose qu'on commande à un tiers. C'est à soi de la faire. Parce que c'est à soi de connaître son marché, puis c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. On doit le refaire de temps en temps pour dire, ok, tiens, allez, je reprends les méthodes que j'ai apprises et puis je le refais. Il y a aussi des personnes qui déménagent, plus qu'on ne croit, qui ont commencé une activité dans une ville et puis qui finalement vont déménager, peut-être dans le même département, mais à l'autre bout. Mais il faut recommencer parce que c'est plus le même bassin, la même clientèle, donc en fait la même concurrence. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on cherche à l'UAE, c'est que les personnes soient autonomes. C'est-à-dire qu'elles sachent faire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Malheureusement. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut maîtriser, il faut savoir faire pour pouvoir le refaire. Ou demain, vous avez lancé une première activité, puis finalement, vous êtes, comme on dit, bien en veille sur le marché, sur votre marché, sur les besoins de vos clients, puis vous vous rendez compte qu'il y a une autre offre qui pourrait être intéressante. Vous lancez une autre offre. Mais là, il faut que vous soyez autonome, pas que vous repartiez en formation tous les 4 matins. Il faut que vous sachiez faire. C'est comme le vélo, il faut savoir faire. Et puis vous reprenez un vélo un peu plus grand et puis hop, vous repédalez. Et en fait, c'est véritablement apprendre à étudier le territoire, à étudier la clientèle, à étudier. C'est un terrain de jeu. Hein. C'est quoi le terrain de jeu? C'est ma commune. C'est un peu plus large que ma commune. C'est le département, c'est la région, c'est l'Europe. Il faut définir le terrain de jeu, et puis ces règles du jeu, de la concurrence, etc. Et toujours à chaque fois de revoir où est ma clientèle et comment je vais pouvoir l'atteindre. Où elle est et comment je vais l'atteindre. Et donc c'est ça qu'on explique en fait. Véritablement, c'est comment faire pour aller, parce que c'est pas le tout de l'avoir identifié. Le plus dur après, c'est d'aller la rencontrer. C'est d'aller rencontrer, ouais. Et on aide encore. Alors on aide en amont sur cet aspect des freins à débloquer, de ce syndrome de l'imposteur à définitivement, enfin quasiment, on va dire définitivement, parce que si on est honnête tous avec soi-même, on l'a un peu tous quand même, ce syndrome. À un moment dans sa vie, on l'a. Donc il y a cet aspect psychologique avant, il y a la formation qui permet d'avoir les 2 pieds dans la réalité, et puis ensuite
dans le cadre de notre démarche RSE à l'UAE, on continue d'accompagner avec des structures relais dans les régions pour aider, selon son territoire, pour aider la personne, ou ça peut se faire aussi d'ailleurs en distanciel, mais pour aider la personne à faire un diagnostic de sa capacité de vente. C'est-à-dire, ok, maintenant j'ai débloqué les freins, je sais ce que je vais vendre à quel prix, je sais où est mon terrain de jeu, je sais où sont mes concurrents, je sais comment me démarquer, etc. Maintenant, faut aller frapper, quoi. Ça suffit pas de faire un post sur LinkedIn, hein. C'est de la prospection très passive. Il faut la faire, mais il faut la faire de manière proactive aussi. Il faut avoir plusieurs canaux et avoir défini ces canaux, en fait, de distribution et donc de commercialisation. Par où je vais passer, par quel chemin je vais passer, pour aller atteindre mes chers clients. Et donc ça, on aide en fait avec pareil, autant il y a des séances individuelles pour la partie psychologique, hein, et autant il y a des séances individuelles ou en atelier, parce que c'est pas mal aussi de réfléchir à plusieurs quand on n'est pas concurrent. Donc on organise ça pour apprendre à prospecter et oser aller taper à la porte, téléphoner, écrire à un dirigeant d'une structure, voilà, utiliser les outils qui sont à notre disposition pour proposer ces services. Ouais, parce que ça peut faire pas mal peur en tout cas, hein, de prospecter, d'aller vraiment. Bah oui, parce que quand on était salarié, à moins qu'on soit commercial, mais les commerciaux ils savent faire. Ils ont appris. Donc ils ont appris, puis ils ont appris à vendre. Alors ça veut pas dire qu'ils savent faire pour eux-mêmes, hein. On en voit, moins qui ont été commerciaux dans une autre vie salariée et qui finalement, quand il s'agit de se vendre soi, c'est pas si simple. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un nom pour son entreprise, hein. Même quand on est en auto-entrepreneur, on peut très bien déposer un nom pour mettre sa marque. C'est quand même tout, à moins que vous soyez un super consultant très expérimenté, je sais pas moi, pour de l'expérimentation en aviation, par exemple chez Dassault. Ok, vous avez un nom, vous avez une réputation, donc vous n'avez pas besoin d'un nom commercial parce que tout le monde vous connaît, vous avez un super carnet d'adresses. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas du tout la situation des personnes. Et donc ça veut dire que avoir une marque, c'est sympa. Ça veut dire qu'on a une identité, ça veut dire qu'on parle de sa marque. Et donc ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de parler de sa marque plutôt que de parler de soi. Alors souvent, on en voit, ils mettent sur leur site internet, nous vous proposons, mais pourquoi vous mettez nous? Vous êtes tout seul. Parce que c'est dur de dire je. Bah oui. Et donc, si on dit chez la marque Intel, voilà ce qui est proposé. Mais on voit bien les blocages là-dessus aussi. Et c'est pour ça qu'il faut débloquer. Donc, en ayant débloqué les freins psychologiques, en ayant vraiment la consistance de son offre, de ce qu'on va faire, la définition. Savoir aussi qu'on a inclus dans son prix tout ce qui peut correspondre à la protection, hein, de soi, de sa santé, voilà. Avoir le droit de tomber malade et d'être quand même indemnisé, d'avoir un revenu de remplacement, ça rassure aussi. On y va un peu plus fort, quoi. Et on sait ce qu'on a dans son prix, donc on est capable de le défendre. Parce que tout est là aussi. Si on sait pas ce qu'il y a dans le prix, on saura pas le défendre. Donc du coup, ça veut dire que face à un client, il faut aussi, on essaye justement par ces rendez-vous après la formation pour la validation de l'offre, on essaye aussi de par exemple faire prendre conscience aux personnes donc qui vont aller présenter leur offre qu'il faut savoir répondre aux objections d'un client. Ok, qu'est-ce que vous répondez si le client vous dit non c'est trop cher, ok, et là on fait quoi? En fait, il faut vraiment faire des mises en situation comme ça. Et puis oui, on prendra des râteaux, comme on dit. Il y a des fois où ça marchera pas, mais c'est un entraînement. Moi, je dis souvent, mais parlez de votre projet n'importe où vous vous trouvez. Vous êtes dans une file d'attente, parlez à la personne qui est à côté de vous. Vous êtes dans un bus, parlez à la personne qui est à côté de vous. Vous êtes dans une salle d'attente, parlez de ce que vous faites. La personne, si elle veut pas vous répondre, elle vous répond. Il y en a une il y a pas longtemps, elle m'a dit, Monique, j'ai fait comme vous m'avez dit, je me suis assise dans un bus, j'ai parlé de ce que je fais. J'ai vendu. Alors que la personne ne me ressemblait pas du tout. Elle n'était pas du tout dans mon champ de clientèle. Et finalement, en parlant, elle avait justement le besoin qui allait en face et elle a vendu le temps d'un trajet en bus. Mais même si on a des refus, même si les gens, ça les intéresse pas, vous vous entraînez. Ça permet de s'entraîner à parler de son projet, à voir ce qui prend, ce qui prend pas, les questions que posent les gens aussi, hein, parce que parfois on est persuadé qu'on a un super discours, mais en fait en face, les gens comprennent pas. Vulgariser ce qu'on fait, c'est le plus dur. Ouais. C'est le plus dur. Alors, il y a aussi... Ouais, allez-y. Non, allez-y. Non, il y a aussi un grand débat, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, je trouve, c'est la question de la spécialisation. Je ne sais pas si vous l'observez dans les gens que vous accompagnez.
il y a ceux qui disent faut se nicher de manière très très précise, et puis d'autres voilà qui ont envie, en tout cas, qui n'ont pas envie d'aller dans une niche et qui ont envie d'être plutôt très généralistes, qui ont peur de se contraindre, de la liberté ou de pas avoir assez de clients finalement en se spécialisant. Quel est un peu votre point de vue à vous là-dessus? Alors, tout dépend du projet. C'est toujours pareil, on peut pas donner une règle. Tout dépend du projet. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, la personne ne va pas vendre son offre à tout le monde. Mm. Moi, je dis souvent dans les conférences, je dis vous êtes 300, moi je suis là, je vais vous proposer ce produit. Sur les 300, vous n'allez pas les 300 être intéressés par le produit. Il y a peu de chances. Mais du coup, il y a une partie, un ensemble parmi vous qui va être intéressé. Puis dans cet ensemble-là, il y aura encore un sous-ensemble qui sera encore plus intéressé. Donc c'est toujours des histoires il faut aller capter le sous-ensemble à chaque fois. C'est pas, il y a des activités de niche où là vraiment, c'est tel type de personne. Par exemple, là, j'en ai rencontré une il y a pas longtemps qui va être accompagnée et elle, c'est les sportifs de haut niveau, sa cible. Alors là, c'est clair, net, précis pour les atteindre. Elle sait par où il faut passer. Enfin voilà, ça, là, c'est plus facile. Ça veut pas dire que c'est plus facile de leur vendre. Il faut avoir vraiment le produit qui va leur correspondre. Et il faut faire attention quand on est spécialisé, justement. Il faut quand même un peu diversifier. L'auto-entrepreneuriat permet aussi d'ajouter une deuxième activité, par exemple. On ne sait jamais. On a vu pendant le Covid des personnes qui étaient mono-produits, mono-contrats, mono-prestations. Et en fait, quand le contrat s'arrête, pour X raisons, il peut y avoir un problème dans la filière de votre clientèle. Et là, ça s'arrête. Mais là, on fait quoi? Donc, c'est pour ça que ça peut être bien d'essayer aussi d'avoir une autre offre. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui, pendant le Covid, elle était sociologue de formation et donc elle proposait, elle travaillait pour des entretiens, elle menait des entretiens pour des organismes de sondage. Pendant le Covid, tout s'est arrêté dans la partie où elle travaillait, dans son sujet en tout cas. Et en même temps, elle était passionnée par les bijoux, elle avait commencé à faire ça, elle avait rajouté une deuxième activité un peu comme ça, très accessoire, où de temps en temps, elle fabriquait 2-3 bijoux. Et en fait, pendant le Covid, elle s'est dit, c'est mort pour la partie Presta, donc elle a utilisé ce temps, elle a fait ses collections de bijoux, et elle s'est entrepris d'aller sur les marchés dès que ça a été ouvert, pam, pam, pam. Et aujourd'hui, son chiffre d'affaires, elle a repris ses activités auprès des organismes de sondage, mais elle a son chiffre d'affaires qui est plus porté par les bijoux que par le sondage. C'est-à-dire qu'elle rééquilibre les choses, quoi. On peut pas savoir. Une réglementation, c'est ce qu'on apprend dans la formation aussi. Une réglementation, une nouvelle réglementation, un nouveau décret qui est passé peut entacher une activité. C'est pour ça qu'on apprend dans cette formation aussi avec les Québécois, puisque l'équipe est franco-québécoise, à ouvrir un peu plus large ses yeux. Simplement son propre soi et sa propre offre et sa propre envie de vendre quelque chose ou de travailler différemment, c'est-à-dire de regarder un peu qu'est-ce qui déjà dans sa propre activité ou dans la vie de sa clientèle pourrait entacher les choses, pourrait faire changer, pourrait créer une menace. En fait. Donc c'est bien d'avoir cette vision un peu plus large. Et c'est ça qui est bien avec justement cette équipe franco-québécoise, c'est que on n'est pas que dans la France, quoi. On n'est pas que dans son village, sa ville, sa commune, son quartier. On élargit un peu le champ. Et ça permet de vraiment bien réfléchir son offre et de bien réfléchir son positionnement et de bien réfléchir son avenir. Parce que créer une boîte, c'est son avenir. Hein. Moi, je dis, c'est jouer ses prochaines années. Donc voilà, on y va, quoi. On le fait, mais on le fait en étant un peu serein, quoi. Le but, c'est pas d'aller travailler ensuite pour soi en ayant la boule au ventre. Clairement, ouais. Surtout pas. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez justement, la première erreur à pas faire, c'est de créer tout de suite son statut juridique. Surtout pas. Quels sont encore les autres pièges ou les erreurs absolument à éviter au départ? Trop écouter son voisin, sa cousine, voilà, qui vous disent. Alors on m'a dit que. Alors moi, j'adore le on m'a dit que. J'ai dit mais moi, je le connais pas en fait. Il est pas sourcé le on. Et c'est vraiment. C'est pour ça que bâtir son projet, travailler dessus, ça permet aussi de rassurer aussi autour de soi et de se faire sa propre opinion quand même, en fonction de son propre projet et pas en fonction du projet de la voisine. Véritablement, c'est hyper important dans une vie, cette préparation de ce projet-là. Et même si vous n'allez pas au bout, même si au final, votre idée que vous pensiez être la plus géniale du monde et que tout le monde vous attendait, finalement, vous vous rendez compte que d'abord personne vous attend et puis que pour en vivre, ça va voilà. Donc, même s'il y a cette prise de conscience,
au moins la personne elle perd pas de temps. On parle de reconversion professionnelle, mais ça sert à rien de fantasmer un truc pendant des mois. Alors après, on n'a plus d'allocation chômage, c'est la galère absolue, et après on prend le premier truc qui passe et ça marche pas. Donc il vaut mieux être fixé dès le début, beaucoup plus vite, et puis repartir. On en voit nous qui disent ben en fait non, je m'étais trompée, je pensais que, et finalement, mais attention, ces personnes-là, elles ont quand même, l'idée est venue, donc on les voit revenir 2, 3 ans plus tard, et là le truc il est mature. Il est beaucoup plus pensé, il est beaucoup plus réfléchi. Mais dans cette attente-là, dans cette prise de conscience-là, ben, ces personnes, elles vont repartir tout de suite. Et elles vont continuer leur carrière en salarié pendant un bout de temps, peut-être tout le temps, peu importe. Mais c'est l'échange qu'on a avec justement les équipes de France Travail hein, au niveau national, c'est de se dire que voilà, si quelqu'un est, par exemple, est en panne, c'est-à-dire il est toujours demandeur d'emploi et a créé son auto-entreprise, mais il n'arrive pas à en vivre. C'est qu'il y a un trou dans la raquette. Et à un moment donné, cette préparation, ce temps de construction n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que on les reçoit et on leur permet de faire cette partie-là qu'ils n'ont pas faite, de telle sorte qu'ils puissent redémarrer et encaisser du chiffre d'affaires, aller chercher du chiffre d'affaires. Ou pas, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, tout de suite, ben, ok, c'est pas le moment, je vais continuer à travailler en parallèle mon projet, mais je vais reprendre ma carrière en main et je vais aller, voilà, je vais retourner peut-être à un emploi salarié, mais voilà, mais il n'y a pas une règle à suivre en fait. Mais en revanche, il n'y a pas du temps à perdre. C'est dommage en fait, voilà, parce que pendant ce temps, ben, on rentre pas d'argent et on s'étouffe, on s'étiole, on s'épuise. On s'épuise, ouais. On s'épuise. Et ça, on en voit qui ont créé il y a peut-être 3, 4 ans trop vite comme ça, qui sont allés chercher le numéro cigarette et qui disent ah oui mais il y avait le bouche à oreille. Ben oui et alors mais vous avez prospecté? Ben non. Non parce que ça marchait. Ben oui mais non en fait. Il faut prospecter tout le temps. Il faut se remettre en question en fait. Hein. C'est voilà c'est. Ouais, être tout le temps finalement en mouvement, dynamisme. Oui, et puis c'est ça qui est sympa aussi, c'est d'avoir une veille sur son activité, sur ses clients, de voir ce qu'on peut inventer de nouveau. Puis aussi, pas oublier que son vivier de clientèle, je sais pas pourquoi on voit bien la différence entre la France et l'Amérique du Nord, où le service, la relation clientèle, nous, chez nous, on se demande si elle existe ou si les gens en ont conscience. En fait, il n'y a pas d'entretien souvent de cette clientèle. Et cette clientèle, bah, faut la recontacter, faut reprendre des nouvelles, faut voilà. En fait, c'est vivant, c'est une matière vivante cette clientèle. Ils ont été contents de vous, très bien, mais alors vous les avez recontactés, ah bah non, la dernière fois c'était quand j'ai fait ma mission. Ben oui, mais non, en fait, mais consacrer du temps dans votre semaine. Alors la gestion du temps aussi, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on voit que c'est compliqué. On va pas faire l'agenda des personnes. Hein. Nous, on dit c'est vous qui faites. Hein. Nous, on n'est pas votre maman ni votre papa. On n'est pas là pour vous sanctionner ni pour vous dire quoi faire. C'est à vous de déduire vous-même de ce que vous devez faire. Donc la gestion du temps, elle est importante aussi. Parce que vous voyez quoi comme type d'erreur sur la gestion du temps, par exemple? Il y en a pas. Il n'y a pas de gestion du temps. C'est comme ça vient. Et en fait, il y a un moment où il faut. Alors, moi, j'aime bien dire, notamment aux femmes, je leur dis, c'est marrant parce que moi, je vois partout les routines beauté. Alors ça, la routine beauté, tout le monde en a une. Partir en vacances, c'est aussi un vrai sujet. Tout le monde s'est préparé ses vacances. Hein. Ah ça marche super. Hein. Voilà, on connaît le budget, on connaît la route qu'on va prendre, on sait où on va dormir, on sait ce qu'on va faire. Mais ça, c'est hyper bien. Mais alors, si vous pouviez faire la même chose pour votre activité, c'est-à-dire la routine beauté et puis la routine, la préparation des vacances, la même chose. C'est prendre du temps à un moment donné pour organiser les choses. Voilà. Et la routine, la routine entrepreneuriale, c'est pas oublier de prospecter, pas oublier de revoir ses offres, pas oublier de refaire un tour de sa clientèle en relation client. Et puis parce que la recommandation, ça se travaille. C'est pas juste parce que vous avez fait un truc super bien et puis vous allez être recommandé une fois. L'idée, c'est que vous soyez recommandé 20 fois, pas une. Ouais, donc vraiment bloquer du temps, s'organiser pour ça. Alors c'est du bon sens, hein, la plupart du temps. Je disais, oui, c'est vrai que ça marche. Oui, mais ça demande la gestion du temps. Je pense qu'effectivement, il faut en parler un peu. On commence à en parler à l'UE. Donc la gestion du temps, ne pas écouter les on dit, ne pas créer tout de suite sa structure juridique. Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment à éviter au départ? Je pense que quand on a fait ça, on a toutes les clés en main. Ouais. Et puis lire aussi des livres choisis, pas faire que c'est bon, le temps que vous passez à scroller, vous avez le temps de lire un livre entier. Donc en fait, arrêter de scroller tout le temps, s'imposer un peu
de la discipline un peu par rapport à ça. Les réseaux sociaux, c'est extrêmement chronophage. Il faut les utiliser à bon escient. Alors justement, utilisation obligatoire ou pas pour développer son entreprise? Alors, ne pas y être, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on fait. On voit encore des personnes qui en ont pas besoin parce que c'est une activité locale, par exemple, de proximité, où là, l'important, c'est de se faire connaître, des prescripteurs. Alors là aussi, ça, c'est une chose importante. Moi, quand je parle des prescripteurs, je vois des yeux ronds s'ouvrir et me dire: «Mais c'est quoi un prescripteur?» Je dis: «Quand même, celui qui prescrit, c'est-à-dire celui qui va prescrire vos services, qui va les recommander». Mais les recommander d'une certaine manière, pas parce qu'il a été client. Le prescripteur, c'est pas le bouche à oreille du client qui vous a trouvé super et qui vous recommande un pote à lui, quoi. La prescription, c'est tous ceux qui, sur le territoire, font des choses en lien avec la vôtre sur un même public, mais qui ne font pas la même chose que vous. Typiquement, je reprends ma sophrologue, je sais pas si ce matin, voilà, je suis inspirée par la sophrologie. La sophrologue, elle va aller voir les infirmières, les kinés, les médecins. Mais il faut pas avoir peur d'aller taper aux portes et de dire, ben, voilà, moi, ce que je fais, ça peut aider certains de vos patients. Voilà. Et pourquoi? Et en quoi vous démarquez? Alors, c'est pareil, je suis sophrologue. Est-ce que je suis spécialisée sur les enfants? Est-ce que je suis spécialisée sur les femmes d'un certain âge? Est-ce que je suis spécialisée sur les ados? Enfin, tout est aussi, voilà, c'est pour ça que la présentation, et dans notre formation, on insiste sur la présentation et le pitch, en fait, oral. Parce que si vous commencez à raconter votre life pendant 10 ans, vous avez perdu la personne en face. Il faut savoir synthétiser. Il faut savoir dire l'essentiel, en fait. Et c'est important de faire travailler les personnes. C'est pour ça que s'entraîner tout le temps à présenter permet de se faire son discours puis de voir les réactions des gens. Mais les prescripteurs, c'est important aussi sur un territoire. Alors ça peut être sur un territoire, mais ça peut être aussi des prescripteurs au niveau plus large, national, de personnes qui vont trouver que voilà, votre action est complémentaire à la leur. Ouais, tout à fait. Quelles sont les compétences clés à développer pour réussir à développer son entreprise? De la créativité et de la rigueur. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais les deux. Parce que il faut un peu s'imposer un peu de rigueur dans tout, dans son apprentissage, voilà, dans la gestion de ses documents, la rigueur. Parce que on n'en est plus au classeur à trous avec les onglets. Mais c'est bien dommage parce que c'était plus simple. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois quand je fais des consultations, les gens ouvrent leur ordinateur, ils me le partagent, ils cherchent un document, c'est l'enfer, c'est la jungle dans leur machine. Et commencer par avoir une règle d'indexation de ces documents, par exemple. On fait tous des playlists de musique. Hein. Aujourd'hui, ça, vous êtes super fort. Pourquoi vous faites une playlist de musique? Eh ben, pour trouver les musiques que j'aime tout de suite. Ok, ben vous allez faire pareil, une playlist pour trouver le site de l'URSSAF, le site des impôts, le site de l'UE, et pas aller à chaque fois rechercher. C'est comme si vous alliez à chaque fois dans un immense carton et que vous souleviez tout pour aller chercher un truc. Ben, il vaut mieux que le truc soit rangé sur l'étagère, en fait. Et c'est plus simple, on gagne du temps. C'est pour ça que la rigueur, elle est dans la maîtrise de son temps aussi. Et la maîtrise du temps, elle passe par la rigueur dans l'organisation. Moi, je trouve que les gens sont extrêmement désorganisés. Alors, c'est sûrement dû à ce numérique qui est hyper facile d'utilisation, on y va direct, on reçoit des documents, des mails et tout. Mais il faut un peu de rigueur là-dedans, parce que sinon, on ne trouve rien. On passe un temps fou à chercher des documents. Et donc, ça veut dire qu'il faut se dire au moment, bon, ok, allez, je prends X jours, je range ma machine et je décide d'une indexation. Ok, je reçois un document, je le range, en fait, le plus possible. Si c'est toutes les semaines, c'est toutes les semaines. Tout dépend des personnes et de leur manière de faire, mais en tout cas, s'imposer un petit peu ça. Et la créativité, c'est ouvrir son esprit ailleurs, en fait. Regardez tout ce qui se passe. Vous voyagez, vous partez en week-end, regardez autour de vous, regardez les messages publicitaires, regardez la manière de communiquer ailleurs, dans d'autres domaines d'activité. Inspirez-vous. Voilà, inspirez-vous. Donc ça va permettre d'apporter de la nouveauté dans ce que vous faites, de refaire des messages, de refaire votre flyer. C'est un renouvellement permanent. On est bientôt à la fin de cette interview. Quels seraient les conseils, les principaux conseils que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer? Le principal conseil, c'est de préparer son projet. De ne pas zapper cette phase préparatoire et d'apprendre. Et d'accepter d'apprendre. De ne pas considérer que ses connaissances acquises dans le salariat sont suffisantes. Elles sont loin d'être suffisantes. Parce qu'il faut apprendre les compétences pour piloter une entreprise, mais avant ça,
pour la construire. Mm. Et c'est essentiel si on veut que ça marche. Mm. Donc c'est vrai que voilà, le principal conseil, et puis le deuxième conseil, c'est de garder cet enthousiasme en fait. Quand on a préparé son projet, on a compris comment se protéger, qu'on a compris comment notre modèle social fonctionne, qu'on a un peu revu toutes ces notions qui souvent échappent, hein, ben c'est faire ça avec enthousiasme, vraiment ne pas avoir cette boule au ventre pour aller travailler et d'être content et fier de gagner de l'argent. Et particulièrement pour les femmes. Ouais, par soi-même, quoi. Hein. Vraiment de voir le fruit de son travail, quoi. Mais bon, il faut de l'huile de coude. Hein. Moi, je dis souvent ça, il faut de l'huile de coude. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune femme qui m'a dit, mais c'est quoi l'huile de coude? Je dis, bah, il faut de l'huile de coude. En fait, c'est pas magique. Il faut arrêter avec les influenceurs là qui vous expliquent toute la journée sur les réseaux sociaux que vous allez gagner 10 000 euros par mois tout de suite sans rien faire. Ça va être magique. Non, mais ça n'est pas magique. C'est comme les placements avec des pourcentages d'intérêt fabuleux. Il faut arrêter de croire, en fait, de croire à des choses qui sont pas vraies. Il faut être un peu rationnel quand même, avoir un petit peu, mettre les deux pieds dans la réalité. Donc c'est vraiment ce qu'on fait à l'UAE et vraiment le conseil, c'est de prendre ce laps de temps qui est pas obligatoirement long justement et d'y aller, quoi, de travailler son projet. Alors justement, est-ce que vous avez des ressources, des livres, des sites internet qui peuvent vraiment aider à ça? Alors il y a le site de l'Union des auto-entrepreneurs, donc union-auto-entrepreneur.com. Je mettrai le lien. Moi, me suis lancée dans l'écriture depuis 2019, donc j'en suis à la 3e édition, bientôt la 4e, du livre Auto-entrepreneur, lancez-vous, chez Duno. Et puis, deuxième petit livre qui, lui, est plus pratico-pratique, notamment pour l'écosystème, c'est le guide expert le petit micro-entrepreneur, en fait, il s'appelle. Et lui, il donne vraiment les chiffres, en fait, tous les chiffres, toute la réglementation. C'est vraiment un outil de travail réglementaire. Et après, c'est entrer dans le programme réussite de l'UAE, où là, on vous montre un peu le chemin. Quand vous adhérez à l'UAE, alors c'est offert pour les demandeurs d'emploi. C'est 49 € par an, mais c'est offert à la majeure partie des gens, puisque beaucoup sont chez France Travail. Et ensuite, vous avez, en étant adhérent de l'UAE, donc vous avez aussitôt une formation de 3 heures qui est offerte, qui est financée par l'UAE. Donc elle n'est pas gratuite, elle est offerte, j'insiste. Et donc elle est financée par l'UAE, elle a une valeur de 150 € au CPF. Et ça vous permet tout de suite de comprendre les tenants et les aboutissants du régime, déjà, de comprendre ce qu'est l'auto-entrepreneuriat. Donc ça, c'est en 3 heures. Et après, vous pouvez entrer dans le programme, donc Déclic d'entreprendre, programme de formation qui est éligible au CPF ou dans certains dispositifs régionaux. Et là, vous rentrez en souscrivant à cette suite du programme. Là, vous bénéficiez donc des séances individuelles pour débloquer les freins, la formation avec l'équipe franco-québécoise, et puis les ateliers et les séances pour prospecter, pour apprendre à prospecter et vendre. Ça s'étale sur combien de temps? Ça s'étale, alors la formation phare, là, c'est Déclic d'entreprendre, ça dure 2 semaines, donc c'est 10 jours, 2 semaines. Les séances, on va dire que sur 1 mois et demi, 2 mois max, 1 mois et demi, vous avez fait le parcours. Après, il y en a qui veulent un peu plus de temps, il y en a qui veulent tout concentrer, enfin, c'est toujours pareil, la temporalité, elle est différente selon les personnes. Mais c'est un programme, franchement, qui fonctionne et qui apporte des résultats. C'est ça qui compte, pas juste, C'est pour ça qu'on a monté ce programme, parce qu'on a trouvé que les formations, c'est bien, il y a des gens qui font des tas de formations, ils n'en sortent plus, ils font des formations, mais il n'y a pas la conversion derrière, en fait. La formation, c'est pas une fin en soi. La formation doit être entourée d'un paysage, en fait, qui aide à justement optimiser ce qu'on a appris. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez ajouter avant qu'on se quitte? Rejoignez l'UAE et lancez-vous, et on sera là en tout cas pour vous accompagner. Super. En tout cas, un grand merci pour toutes ces informations que vous avez partagées. Moi, j'aime beaucoup, et je vous avais rencontré au Salon Go Entrepreneur, mais j'aime beaucoup votre franc-parler. En tout cas, vous dites les choses telles qu'elles sont, pragmatiques, simples, efficaces, et je trouve que c'est intéressant, sortir du mythe parfois qu'on peut. Puis sortir de la complexité, sortir de dire aux gens qu'ils sont pas capables. C'est pas vrai.
Il faut arrêter un peu avec ça aussi, de dire que voilà, il y a des sachants sur des estrades et puis il y a les autres. Non, il y a pas les autres et des sachants, il y a tout le monde et sachant de sa propre histoire déjà et de sa propre expertise. Donc c'est ça qu'il faut valoriser. Il faut arrêter de dire qu'il y a 2 mondes en fait. Il y a un monde où on est logiquement, on aimerait bien être un peu plus tous ensemble et dans la coopération, mais l'entrepreneuriat permet ça. La rencontre des moi j'adore les formations, il y a des gens de toute classe sociale, de tout bord politique, et on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour se concentrer sur le projet de chacun. Et l'échange est magique. Moi, quand j'ai dans des sessions des jeunes de 18-20 ans et puis des retraités de 60 ans, c'est magique. L'échange, parce qu'il y a quand même un fossé générationnel, mais il y a un point commun. On lance son projet et c'est extraordinaire. Super. Eh ben, un grand merci en tout cas merci. pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin dans votre reconversion professionnelle, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu informé de mes dernières vidéos. Je suis Clarence Mirkovic, je suis coach professionnel, consultante en bilan de compétences et j'accompagne des gens comme vous à trouver le job qu'il leur faut et à redéfinir leur projet professionnel. Alors si vous êtes prêt à sauter le pas, je vous invite à visiter mon site marevolutionpro.com pour découvrir comment je peux vous accompagner. Et si vous souhaitez commencer dès maintenant, téléchargez gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour créer la vie professionnelle dont vous rêvez. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.